Et on termine avec Ronaldo, le Brésilien. On lui donne une trompette, donc une Diabolica aux couleurs du Portugal, et il nous dit à la fin de la photo, est-ce que je peux la garder? J'ai de la famille portugaise à la maison. Je dis, oui, c'est un honneur pour nous. S'il te plaît, prends-la. On arrive en Belgique, il est 7h du matin. Et là, on voit en tribune tous les journaux. En première couverture, il y avait notre photo avec comme titre « Ronaldo nous a volé notre Diabolica ». Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Aujourd'hui, nous interviewons Fabio Laval. Fabio, c'est un entrepreneur dans l'âme. Il a commencé à se faire connaître en 2014 lors de la Coupe du Monde de football avec un fameux objet que tout le monde avait dans les mains qui s'appelle la Diabolica, c'est-à-dire une petite trompette qui faisait beaucoup de bruit. En seulement 8 mois, il a réussi à se faire connaître auprès de tous les joueurs de foot qui sont devenus ambassadeurs de son objet et de sa marque, ce qui lui a permis d'exploser. Ronaldo, parrain de la Diabolica. C'est comme ça qu'on est devenu l'objet culte et presque officiel de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. À partir de ce succès et des apprentissages de cette expérience, Fabio a capitalisé pour monter plusieurs autres entreprises, dont une qui est dans le marketing digital. Et justement, dans cette édition, Fabio va vous expliquer les secrets pour faire buzzer des projets. TF1, Canal+, ZDF en Allemagne viennent à relayer nos articles. C'est comme ça qu'on fait un buzz planétaire avec 0 € de budget. Fabio va également vous expliquer comment est-ce qu'il fait pour être léger dans son business, autrement dit avoir une entreprise qui a le minimum de salariés possible. Aujourd'hui, je suis en mode solopreneur. En tout cas, je travaille essentiellement qu'avec des freelances. Mon équipe, c'est des guerriers. Ils n'ont pas peur de travailler jour et nuit. Fabio Laval, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. Alors moi, comment j'ai commencé mon parcours en tant qu'entrepreneur, donc je vais essayer de le faire au plus rapide. Je suis issu d'une famille très modeste. Ma maman n'a jamais pu travailler à cause de ses problèmes de santé. Mon père était maçon pour un patron. Il ramenait du coup l'argent au foyer, de quoi à peine payer le loyer, les charges, la nourriture, etc. Du coup, très jeune, forcément, alors je côtoyais, tu sais, dans ma famille, j'ai mes cousins avec qui j'ai grandi, qui eux avaient un papa qui était indépendant, donc du coup qui avait plus de moyens, et comme je passais toutes mes journées entières avec eux, il y avait une différence entre eux et moi dans le sens où, tu sais, quand tu as, je veux dire, entre 8 et 12 ans, 13 ans, tu te rends compte un petit peu des choses. Et puis, tu vois, eux, ils ont une belle vie. Ils partent régulièrement en vacances. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Et moi, derrière, je pars jamais. Donc, l'été, juin, juillet, août, je reste dans mon quartier tout seul. Et tu te poses des questions à ce moment-là. Tu te dis, mais tiens, comment ça se fait que d'un côté, eux, ils ont ce qu'ils veulent et nous, on ne peut pas se le permettre. Et puis, tu ne comprends pas toujours les choses. Et puis, il y a un déclic qui se fait et tu dis, OK, en fait, je comprends que moi, mes parents, ils n'ont pas beaucoup les moyens. Eux, leurs parents ont plus de moyens. Et donc, il y a un fossé qui se crée. Et puis, il y a des douleurs qui commencent à se mettre en place. Et puis, il y a un déclic parce que là, tu as deux solutions. Soit tu vires du côté sombre et tu fais des conneries. Ou soit tu dis, OK, je vais bosser, je vais trouver des solutions pour pouvoir capitaliser, mettre de l'argent de côté. Et puis, grâce à Dieu, j'ai pris cette bonne voie. Et j'ai commencé à travailler très, 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 très tôt. Mais quand je vous dis très tôt, c'est que je commençais à faire les joints de briques. Vous savez, dans la maçonnerie, on fait les joints. Ça, c'était mon premier travail. Je ne sais même pas quel âge j'avais, mais j'allais chez les gitans. En fait, pour ceux qui connaissent les béquers, tu vois, ils avaient des camps de gitans. Et j'avais approché un petit peu, je ne l'ai jamais dit ça d'ailleurs, je les avais approchés, je ne sais plus comment. Et en fait, ils me payaient une broutille, mais c'est pas grave, parce que ça me permettait de commencer à capitaliser un petit peu. Et je faisais les joints de maçonnerie, tu vois. Et donc, ça m'a commencé à donner cette habitude du travail dur, parce que c'est pas évident de faire des joints, donc très tôt. Donc, j'ai commencé comme ça, et puis j'ai enchaîné un tas de petits boulots et un tas de petits business. Finalement, tu vois, j'ai fait un travail manuel. En fait, ça me faisait chier. J'ai vite compris que je n'étais pas fait pour ça. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à faire du commerce très tôt. Et donc, très tôt, ça veut dire que je faisais du porte-à-porte avec des tombolas dans mon quartier pour faire gagner des œufs en chocolat quand c'était Pâques, pour faire gagner un tas de trucs, en fait. Tu vois, et donc, je récoltais de l'argent, je faisais mes tombolas, et puis j'allais livrer les cadeaux aux gagnants. Mais encore une fois, moins de 15 ans, tu vois. Et bref, j'ai enchaîné un tas de petits trucs comme ça. Et puis... je me suis rendu compte d'une passion pour la création et l'image, la publicité. Et donc, j'ai commencé à apprendre en ligne. Alors, je souligne qu'à l'époque, quand j'apprends, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Vimeo, il n'y a pas tous ces tutos et ces formations à l'infini qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Je me forme à travers des skyblogs et des forums sur Paint, Shop Pro et Photoshop, tu vois, pour créer des images, faire de la création graphique. Et là, j'ai mes potes qui commencent à organiser des soirées étudiantes. Tu vois, donc ils me demandent de faire l'affiche. Donc je fais une première affiche, j'en fais une deuxième, j'en fais une troisième, j'en fais tout plein. Et donc je commence comme ça le métier de la création à
très très tôt. Et puis, très mauvais élève à l'école. Je me fais renvoyer de la 3e secondaire. Je rentre dans une école en artistique, 4e, 5e, je me fais renvoyer parce que là, j'étais un petit peu turbulent. Et je termine ma 5e et ma 6e en tant qu'éducateur. Alors la vérité, c'est que je vais chercher ce diplôme d'éducateur pour la fierté de ma mère, parce on est trois frères dans la famille. J'ai 2 grands frères qui ont complètement raté l'école. Et moi, je voulais quand même que ma mère, elle ait un de ses enfants qui a un diplôme. Donc, pour la fierté de ma mère, je suis allé chercher ce diplôme d'éducateur, alors que je savais très, très bien que je n'allais pas travailler comme éducateur. Mais il fallait que je finisse mes études. Parallèlement à ça, je faisais de l'infographie, j'avais ma clientèle. Et donc, je commençais à vendre mes créas, etc. Bref. Je termine ma réto, je termine ma 6e. Et là, j'enchaîne mes cours du soir pendant 1 an pour aller chercher ma gestion, pour pouvoir m'installer comme entrepreneur, pour avoir mon numéro d'entreprise. Il fallait passer une gestion 1 an cours du soir. Donc, je fais cette gestion. J'ai ce certificat, entre guillemets. Et donc, je sors de là à mes 19-20 ans et je lance mon premier commerce qui s'appelait Monsieur Carte de Visite le 4 avril 2009 dans la rue de Nîmes à Mons en Belgique. Et c'est comme ça que je me lance dans le business de tout ce qui est création graphique et courtage en impression publicitaire. Donc, les gens venaient chez moi, on leur faisait un logo, on leur faisait une mise en page et on envoyait en sous-traitance chez des imprimeurs. Et puis, ils venaient rechercher leurs commandes chez nous. Voilà comment j'ai commencé. Il y a tout de suite quelque chose là qui nous vient à l'esprit quand on entend ton parcours. C'est surtout le fait que quand pensait justement ton entourage, tes amis, ta famille, de tout ce que tu faisais justement déjà étant gamin. Parce que c'est quelque chose que pour l'instant, tu n'as pas trop évoqué. Est-ce que du coup, j'ai l'impression, est-ce qu'ils te suivaient ou est-ce qu'ils te suivaient un peu moins? Comment ils ont réagi par rapport à tout ce que tu fais, à tout ce que tu faisais? Alors, au niveau de mes entourages, amis, cousins, etc., c'est un peu flou, je veux dire la vérité, je m'en souviens plus trop, puis c'est pas des sujets qui ont été évoqués. Par contre, quant à ma mère, elle, le fait de me lancer comme indépendant, c'était un risque énorme. Parce que forcément, tu te doutes bien, elle a très très peu travaillé à cause de ses problèmes de santé. Mon père, entre guillemets, mon beau-père qui m'a élevé, puisque j'ai pas connu mon vrai père, mais mon beau-père qui m'a éduqué depuis mes 2 ans, que j'ai toujours appelé papa, parce qu'il m'a éduqué depuis mes 2 ans jusqu'à ce qu'il décède il y a quelques années, qui lui était maçon pour un patron. Tu sais, quand tu te lances indépendant, aux yeux de tout le monde, c'est un risque. Mais Fabio, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Tu sais, il vaut mieux que tu trouves une place. C'est pour ça que j'ai pris mon diplôme d'éducateur. Parce que, mais tu sais, je connais quelqu'un qui peut te faire rentrer à l'école pour éducateur. Tu auras une place garantie à vie. Mais non, c'est pas ce que je voulais. Tu vois, depuis gamin, je fais des affaires. Depuis gamin, je fais du commerce. J'adore, je sens que j'ai cette fibre. Et qui, bizarrement, n'est pas de ma famille. Tu vois, il y a beaucoup de personnes, ok, ils sont commerçants de père en fils. Moi, j'étais pas commerçant de père en fils. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon jeune âge, tu vois, mais j'ai commencé seul. Donc oui, effectivement, je me souviens très bien de ma mère qui me disait est-ce que tu es sûr de vouloir te mettre indépendant? C'est risqué. Moi, je préfère que tu prennes une place comme éducateur ou professeur dans une école ou quoi. Mais voilà, donc non, j'ai pas écouté. J'ai quitté la famille. En fait, j'ai quitté ma maison avec ma mère à mes 18 ans. Et en fait, quand j'ai pris le commerce, la loge, le 4 avril 2009, j'avais la loge et j'avais un studio à l'étage. Et donc, en fait, le jour où je me suis lancé officiellement comme indépendant, c'est le jour où j'ai pris mon indépendance complète parce que j'ai été vivre dans le studio au-dessus de mon commerce avec ma femme, tu vois. Donc, voilà quelle était l'appréhension de mon entourage à ce moment-là. Et du coup, moi, j'aurais une autre question qui est donc là, on a un petit peu abordé comment est-ce que tu as découvert ce monde entrepreneurial. Après, donc, tu as fait pas mal d'expériences dont tu vas nous parler, jusqu'à cette fameuse anecdote de alors je ne sais plus comment tu appelles ça, la Diabolica. Ça, exact. Donc, jusqu'à la Diabolica. Est-ce que tu peux nous parler justement, en fait, on aimerait juste enchaîner sur la Diabolica et savoir après comment est-ce que tu en es arrivé là et l'opportunité que tu as eue écoute, tu sais, donc je me suis lancé en 2009 en tant qu'agence de com, marketing. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, la création. En fait, tu vois, quand tu es infographiste, tu es un créateur, tu crées des choses. Et en 2013, j'ai mon ami David, associé du projet Diabolica, qui vient me voir. Lui est commerçant, il vend tout ce qui est articles de supporters, machin, etc. Il vient me voir en me disant, voilà Fabio, toi t'es bon, t'es excellent dans le domaine du marketing et de la communication. J'ai envie de lancer un projet autour des Diables Rouges, donc Diables Rouges, l'équipe nationale belge. Est-ce que tu as envie qu'on s'associe? Et donc, en fait, on a associé nos différentes compétences techniques. Lui, il apporte le côté logistique, sur le terrain, la vente, etc. Et il vient chercher chez moi le côté marketing et communication. Et c'est ça qui a fait que ça a bien matché et que le projet a eu un succès.
Alors encore une fois, on s'est positionné au bon moment, on en parle, le time to market. Donc avoir la bonne idée au bon moment, ça c'est déjà une règle essentielle. Je veux dire... Et dans le bon endroit aussi. Et au bon endroit, alors oui, parce qu'aujourd'hui le bon endroit, il est à l'ère du numérique, il peut être partout à la fois, tu vois. Mais on a aussi lancé des masques avec lesquels on a rencontré un franc succès. Mais les masques, parce qu'on les a lancés au bon moment. Et aujourd'hui, c'est essentiel quand tu lances un business, d'être là au bon moment, au bon endroit effectivement, tu vois, et avec les bonnes personnes. Et donc, bref, on se retrouve à 8 mois avant à la Coupe du Monde, là où il y a un énorme engouement autour de l'équipe nationale belge. On développe un produit. On développe un produit qui est cette trompette Diabolica, trompette télescopique, révolutionnaire dans sa manière d'être, mais voilà, je ne sais pas si ça vaut la peine. Voilà, en tout cas, il y a plein d'articles sur Internet qui expliquent ce que c'est. Mais les éléments déclencheurs, c'est que voilà, David vient me voir pour mes compétences techniques. Lui, il vient avec ses compétences logistiques, commercialisation, etc. On fait un produit, ça cartonne parce qu'on met derrière. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on démarre avec 0 € de budget. On décide de ne mettre 0 € de budget com. Et en fait, la stratégie, elle serait de travailler qu'avec la force des médias. En fait, c'est une stratégie qui est venue naturellement dans l'évolution du produit parce qu'on ne pensait pas, quand on a lancé le projet, on ne savait pas qu'on allait vendre autant dans autant de pays. Pour rappel, on a vendu plus d'1,5 million exemplaires dans plus de 25 pays différents en seulement 8 mois et avec 0 € de budget com et marketing. Incroyable. Je veux juste une petite aparté par rapport à ce que tu dis, petite question. Comment est-ce qu'on fait pour, d'un point de vue pratique, appliquer du coup cette stratégie de se lier aux médias? Est-ce qu'il faut un bon réseau? Est-ce qu'il faut un super produit? Pour toi, quels sont les éléments justement déclencheurs qui fait qu'on peut utiliser cette stratégie? Il faut que la presse, elle s'intéresse à toi. Donc, il te faut un produit qui mérite d'être parlé sur les médias. Et donc, on est vraiment sur du temporel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux développer aujourd'hui pour que la presse s'intéresse à moi? Si aujourd'hui, on tourne ce podcast aujourd'hui, on est en avril 2023. Si je sors ce même produit aujourd'hui, je fais un flop total. La presse ne va pas s'y intéresser. Et donc, tu vois, il faut en fait qu'il y ait un certain intérêt pour le média de parler de toi. Et en fait, la stratégie, c'est quoi? Je t'explique. Quand on approche les médias en disant « on a une trompette, c'est la Coupe du Monde, est-ce que vous voulez nous faire un sujet ?» En fait, on ne l'apporte pas en disant ça. On l'apporte en disant « on a inventé un produit, ce produit, tout le monde se l'arrache. Il y a un énorme engouement autour de ce produit. Je pense que ça vaut la peine d'en faire ce qu'on appelle un papier. On dit comme ça dans le journal, dans les médias papier, on appelle ça un papier. Je pense que ça mérite de faire un papier. Et en fait, nous, le challenge, c'est d'aller chercher le premier papier, d'aller chercher le premier journal qui va parler de nous parce qu'on sait qu'après, il y aura un effet boule de neige. Parce que dès qu'il y a un média qui s'intéresse à toi et qu'il y a un vrai sens derrière, on sait que les autres vont copier. Ils vont vouloir également avoir cet article s'il est intéressant. Et là, il s'avérait qu'il était super intéressant parce qu'on était dans un événement Coupe du Monde, etc. Et donc, on a un premier article. Et puis, la stratégie se met en place. Il y a le deuxième média qui vient nous chercher. Et puis le troisième. Et puis le quatrième. Et puis boule de neige. On a eu un peu plus de... Franchement, j'ai envie de dire plus de 100 articles au total sur Internet. De la Belgique jusqu'au Brésil, en passant par le Nigeria, la Colombie, Dubaï, l'Argentine, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, enfin même en Chine, en Mongolie, en Malaisie, dans tous les pays arabes, on a parlé de nous, tu vois, mais parce qu'on avait un produit qui faisait buzz, on faisait un gros buzz avec ce produit, et c'est ça qui a intéressé les médias. Et puis, une des techniques, c'est de ne pas avoir peur d'aller un petit peu au bluff. Parce qu'ils ne savent pas vérifier les quantités qu'on vante. Aujourd'hui, vous allez me dire, on fait des vidéos à plus d'1 millier de vues ou de millions de vues, on sait aller le vérifier. Par contre, quand je dis aux médias, aujourd'hui, on a vendu plus de 500 000 exemplaires, ils ne savent pas le vérifier. Par contre, l'auditeur qui se dit, purée, il y a plus de 500 000 exemplaires qui ont été vendus jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que le produit, il est product market fit. Tout le monde veut ce produit, et donc moi, j'ai un magasin d'articles de supporters, il me faut absolument ce produit. Si je ne l'ai pas, je suis has-been. Ou je ne surfe pas sur la vague. Et donc, on bluffe un peu sur les quantités pour pouvoir créer de l'intérêt, susciter en fait le désir d'avoir ce produit dans ton magasin. Et c'est comme ça qu'on a aussi séduit en fait les médias, etc. Tu vois.
fake it until you make it. Exact. C'est vraiment la définition de ce type de business, en tout cas, que tu fais. Et juste, voilà, pour détailler un petit peu ce que c'est que cette trompette à l'audience, vous savez, c'est un petit peu comme ce qu'il y avait dans les Coupes du Monde, donc l'équivalent d'une vuvuzela, d'une trompette, mais en modèle réduit. Et c'est quelque chose que tu as su, en fait, mettre entre les mains des footballeurs. Donc là, tu étais allé carrément au culot, tu étais entré dans les stades avec un faux badge média que tu avais eu 30 minutes avant, un petit peu à l'arrache. Et de là, tu avais réussi à mettre ces trompettes entre les mains des footballeurs qui sont bien des célébrités, donc pris en photo. Et ça t'a permis de faire cette pub et de surfer en fait sur l'événement qui était la Coupe du Monde avec un produit que tout le monde voulait parce que les footballeurs les utilisaient et qui ont permis après de capitaliser sur une opportunité business assez incroyable. Et juste, est-ce que tu peux nous dire pour la petite anecdote est-ce que tu peux nous dire les chiffres clés par rapport à ce coup de bluff en fait? Quels sont les chiffres clés que tu peux nous citer? En fait, la manière dont tu l'évoques, ça me fait penser à du marketing d'influence finalement. Sauf qu'on n'a pas payé les influenceurs qui étaient des stars de football, mais incroyables. On ne cite que Zinedine Zidane, Ronaldo, Michel Platini, Fabio Cannavaro, Christian Vieri. Pour tous ceux qui sont de ma génération, années 90, ils se souviennent de ces joueurs-là. Alors ta question, c'est comment je fais pour aborder ces joueurs? C'est ça, comment je vais au bluff en fait, c'est ça? C'est ça, oui. Comment est-ce que tu as fait pour leur mettre cette trompette entre les mains? Ok. En fait, on est au courant qu'il y a un match qui se joue en Suisse, au stade de Bâle, et où il y aura... En fait, c'est l'équipe de Bâle contre les All-Stars des années 90. On est au courant qu'il y a ça. Et on se dit, on va y aller, on va acheter un ticket, on va y aller voir ce match, mais on va quand même y aller avec des Diabolicas avec nous, au cas où. Donc, au moment où on prend la voiture, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on se dit quand même, on va imprimer une centaine de Diabolicas avec le logo de l'association qui a organisé ce match. C'est une association de type UNICEF, je ne sais plus c'était quoi le nom exactement, mais c'est un petit peu comme l'UNICEF. Et donc on imprime des Diabolicas bleus, c'est leur couleur avec leur logo. Et on en fait 100, plus ou moins, 80, 100 je pense exactement. Et on va là-bas sans savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Okay, donc on prend la route, on a 6-7 heures de route de la Belgique jusqu'en Suisse. On va jusque-là. On est au courant de l'hôtel où logeaient les joueurs, parce que c'est une info qui circule assez sur Internet. On arrive devant cet hôtel, il y avait une centaine de personnes devant, des fans qui attendaient que les joueurs sortent. Et nous, on se pointe devant la porte en disant, les gars, donc 10 minutes avant, on ne savait pas. Les gars, bonjour, on fait partie de l'organisation, regardez, on doit distribuer ça là, dans l'hôtel. Et donc, on nous ouvre les portes, au culot, on rentre dans l'hôtel. Bon, là, on passe déjà un cap. On est dans l'hôtel. OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va chercher, il était plus ou moins 11h, 11h30, on va chercher là où les joueurs sont. Et donc, on se promène dans l'hôtel, le rez-de-chaussée, on ne voit rien, on monte au premier étage, et là, on voit en fait un portier avec, devant la porte, l'affiche du match. Et on se dit, à mon avis, il doit y avoir quelque chose. Et donc, on se pointe au portier, on lui dit, voilà, bonjour, on fait partie de l'organisation. Ah oui, ok, c'est bon, il nous ouvre la porte. Déjà, on était dans l'hôtel, donc ça voulait vraiment dire qu'il y avait sens qu'on soit là. Donc le portier, il est en confiance. Du coup, il nous ouvre cette porte et là, on rentre dans une grande salle. C'est en fait la salle du buffet où tous les joueurs étaient là en train de manger. Et on se dit, what the fuck, tout le monde est là. Il faut savoir que moi, j'y connais rien en foot. J'en ai mais rien à foutre du foot, tu vois. Mon associé, lui, il est mordu de foot. Il étudie la Bible du UEFA pour devenir agent de joueur, donc il connaît tout le monde. Et du coup, la chance fait qu'il restait des places sur la table des Portugais. Mon associé, lui, est portugais d'origine. On s'installe avec eux. Je me rappellerai toute ma vie l'anecdote. Je vais au buffet. J'ai à ma gauche Christian Karembeu. À ma droite, je crois que c'est Yuri Djorkaeff. Et moi, je suis là avec mon assiette. Je prends de la salade. Mais tu sais, je ne sais pas quoi leur dire, en fait. Et du coup, je fais tu sais, c'est un buffet, donc je fais ma salade, je prends mes trucs, etc. Mais je me dis, mais où est-ce que je suis, quoi? Tu vois, qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Alors que 10 minutes avant, je ne savais pas que j'allais me retrouver là, tu vois. Et bref, l'heure et demie, l'heure se passe. Sauf que tu ne peux pas te faire passer pour un fan parce que tu es censé être de l'organisation. Tu ne peux pas commencer à taper des photos avec tout le monde. Mais voilà, on commence à... mon associé portugais, il parle de foot, etc. Moi, je suis là, assez discret. Et à l'époque, il n'y avait pas les stories qui existaient. Il n'y avait pas les stories sur Instagram et sur Facebook, ça n'existait pas. À l'époque, c'était la trend de Snapchat. Et donc, moi, je suis là, tu vois, je fais quelques snaps en discret, comme ça, avec mon téléphone au bord de la table. Et il y a déjà sur les réseaux un truc qui se fait et qui se dit, putain, mais ces mecs, où est-ce qu'ils sont, quoi, tu vois, bref. Le repas se passe,
On quitte le restaurant, on quitte l'hôtel. Non, il y a une conférence de presse qui se fait dans l'hôtel juste après le repas. On participe à la conférence de presse, alors direct, on s'impose, on pose des questions à Zinedine Zidane, on pose des questions à Ronaldo le Brésilien, tu vois, pour dire de créer une petite place, etc. On filme tout ça, tu vois, on fait des photos de tout ça. Ok, la conférence de presse, elle se termine, et là, on sort de l'hôtel, et pour nous, c'est fini. Tu vois, je veux dire, on va participer au match, et voilà, l'histoire s'arrête. Sauf que, en approchant le stade, je capte, il fait écrit en grand presse. Et j'ai David, arrête-toi, on va essayer d'aller choper une carte presse pour pouvoir être au plus près des joueurs. Et là, on arrive sur ce coin presse, je me rappellerai toute ma vie, il y avait tous les photographes, tu sais, avec des gros appareils photo, les objectifs blancs, toi tu connais, parce que c'est ton truc. Et nous, on arrive comme des touristes, tu vois, avec nos smartphones. À l'époque, je te parle de ça en 2014, donc, 2013. Il n'y avait pas les iPhone 14 comme aujourd'hui avec des qualités de fou, tu vois. Et donc on arrive là et on dit voilà, on fait partie de la presse belge, on voudrait une carte. Et il dit mais ici, vous travaillez avec quel matériel? Chez nous, on travaille avec des téléphones. Bon, bref, on force un peu et on arrive à obtenir les vareuses vertes et l'accréditation de presse. Du coup, on se retrouve autour du stade. Et là, on commence à choper plein de photos avec des joueurs, c'était Colina, je ne sais pas si vous avez connu l'entraîneur Chauffe à l'époque, très connu avec ses gros yeux comme ça, très dangereux. Enfin, il faisait très peur ce gars. Et donc on est là, on tape des photos avec tout le monde, Michel Platini, Ronaldo, je me souviens, tout le monde, bref, tout le monde. On fait des photos sur le terrain, on commence à les poster sur les réseaux, on voit les gens ils se demandent ce qui se passe. Le match se passe, bref, il se termine, ça se passe super bien, on arrive à créer du contenu. Et puis, le soir, on retourne à l'hôtel, on retourne dans le restaurant de l'hôtel. Et là, on se dit avec mon pote, écoute, ces gars, c'est l'occasion ou jamais. On ne les verra plus jamais de notre vie. C'est impossible d'avoir toute cette crème du football au sein du même endroit. Et je dis, écoute, on mange et puis on tape selfie avec tout le monde. Rien à foutre. Et donc, on mange et puis on prend, tout le monde a fini de manger. Et puis là, on tape des selfies avec tous les joueurs. On va au culot en sachant très bien qu'on n'allait plus les voir, tu vois. Et donc, on tape des photos, il est 21h, plus ou moins 22h, tac. Et on termine avec Ronaldo, le Brésilien, où on lui donne une trompette, donc une diabolica aux couleurs du Portugal, et il nous dit, à la fin de la photo, est-ce que je peux la garder? J'ai de la famille portugaise à la maison. Je dis, oui, c'est un honneur pour nous. S'il te plaît, prends-la. Pour nous, c'était une fierté, tu vois. Bref, on quitte. Là, il est plus ou moins 22h, 22h30, 23h au grand maximum, je ne me souviens plus exactement. Et on appelle la presse en Belgique, la DH, qui est un des plus grands journaux sportifs chez nous. Et on leur explique toute l'histoire, on leur envoie toutes les photos. Et ils font un article. Nous, on roule 6-7 heures, on arrive en Belgique, il est 7 heures du matin. On arrive à la station-service pour mettre de l'essence dans le véhicule. Et là, on voit en tribune tous les journaux avec la DH. Et en première couverture, il y avait notre photo avec comme titre « Ronaldo nous a volé notre diabolica ». Oh, les salauds. Les salauds. Alors, j'avais jamais dit ça, tu vois. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc ils ont mis plein de photos avec des joueurs. Voilà, je pourrais vous envoyer, j'ai encore ces articles-là. Et ce qui se passe, c'est que les gens, ils pètent un câble parce qu'ils se disent « Mais what, quoi, tous les joueurs sont en photo ». Et en fait, à l'époque, on ne parle pas d'influence. Tu vois, il n'y a pas le marketing d'influence comme aujourd'hui, on n'en parle pas, on est en 2013. Et en fait, tout le monde pète un câble parce qu'il se dit « Mais… » c'est quoi ce produit? C'est quoi cette diabolica? Et les médias aussi voient ça. Et donc, de fil en aiguille, tu sais, le phénomène du téléphone arabe, comme je le dis toujours, on passe de Ronaldo nous a volé notre diabolica à Ronaldo parrain de la diabolica. Et donc, au Brésil, les articles, c'était Ronaldo parrain de la diabolica. Dans le monde entier, c'était ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tous les commerçants, toutes les grosses marques se disent, mais en fait, la diabolica, c'est comme ça qu'on est devenu l'objet culte et presque officiel de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, grâce à ce titre, ce putaclic, tu vois. Et tout le monde se l'a arraché, le produit, toutes les grosses marques. Je vais donner des noms. Un exemple, on a imprimé des diabolicas en objets publicitaires, DHL, Samsung, des banques. Chez nous, en Belgique, la banque Belfius, qui est une des plus grosses banques en Belgique, à les avoir brandés pour les distribuer en objets publicitaires. Donc, c'est comme ça qu'on arrive en fait à devenir buzz mondial, interplanétaire, avoir les médias de tous les pays qui viennent, on parle de BFM TV, CNN, TV5 Monde, Euronews, TF1, Canal+, ZDF en Allemagne, enfin toutes les grosses chaînes internationales viennent à relayer nos articles en vidéo, on est interviewé de partout et c'est comme ça qu'on fait un buzz planétaire avec 0 € de budget. En fait, justement, ce que j'allais dire, du coup, pour conclure, en fait, ce que tu viens de dire, c'est
tu as influencé tout le monde entier avec 0 € de budget. C'est ça. Et... Sans le savoir, en fait. Et ça, je trouve que c'est incroyablement stylé. Et cette expérience-là, elle t'a permis de développer quand même pas mal de compétences. Tu as découvert des choses, tu as découvert ce qu'il était possible de faire avec, on va dire, le monde de l'influence, le monde de la vidéo, des médias, etc. À partir de là, comment est-ce que tu as capitalisé dessus ? Comment est-ce que tu as fait pour te dire, OK, là, j'ai vu que ça pouvait marcher avec cette opportunité-là, maintenant, on va en faire une entreprise qui leur propose de faire la même chose, peut-être à plus petite échelle, pour leurs produits à eux. Ce qui s'est passé, c'est que, étant déjà moi-même actif et connu dans ma région en Belgique, dans un métier de communication et marketing, les gens, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit, mais si Fabio il a réussi à faire exploser son business avec son propre produit, il pourra nous le faire, il pourra faire exploser notre produit, notre commerce à son tour également. Et donc là, en fait, c'est pas compliqué. Moi, j'ai mes statistiques de chiffre d'affaires dans ma boîte et sur mes tableaux Excel. Et là, en fait, entre 2013 et 2015, ça a fait comme ça. Tu vois, parce que j'ai eu en fait une masse incroyable de clients qui sont venus me voir en me disant, voilà, on a vu ce que tu as fait pour toi-même. Est-ce que tu peux nous aider à développer notre entreprise ? Et donc, là où je faisais simplement de la création publicitaire et de l'impression, la demande est venue dans l'accompagnement marketing et au sens large. Et donc, c'est comme ça qu'effectivement, j'ai rajouté ces cordes à mon arc et que j'ai accompagné, je peux le dire, à la fin de mon parcours, donc jusqu'en 2018, jusqu'à ce que je vende ma boîte, j'ai accompagné plus de 5000 entrepreneurs, tous secteurs confondus, à développer leur business grâce à la communication. Et c'est ça qui a fait ma force aujourd'hui. Et ce qui me différencie, ça va être une de vos questions, je vais l'anticiper, ce qui me différencie d'une autre agence ou d'un autre marketeur, c'est ces 12-13 ans d'expérience dans le domaine du marketing, à avoir accompagné plus de 5000 entrepreneurs, tous secteurs confondus. Ça veut dire qu'on va passer de l'avocat, du menuisier, au restaurateur, à l'hôtelier, au patron d'une entreprise qui gère pharmaceutique, par exemple, qui gère plus de 500 ou 1000 salariés, à la petite couturière, à l'organisateur d'événements, au mécanicien, au vendeur de voitures. Bref, tu l'as compris. Dans les plus de 5000 clients que j'ai accompagnés, c'est hyper large. Et donc, ça m'a donné cette expérience de pouvoir connaître quelles sont les difficultés de chacun de ces métiers. Et c'est ça aujourd'hui qui fait ma force, parce qu'aujourd'hui, je sais pertinemment bien ce que la personne elle a besoin pour scale son business, pour croître et évoluer dans son affaire. Donc, je vais connaître plus ou moins, je dis bien pas 100% de tout, on est bien d'accord, hein, mais je vais avoir cette vision claire sur t'as un business, tu veux passer à l'étape supérieure, qu'est-ce que tu dois faire ? Et ça, c'est ma force aujourd'hui. C'est ce qui fait que je me différencie des autres dans mon secteur d'activité, parce qu'on voit beaucoup de marketeurs qui ont entre 20 et 25 ans. Certes, ils ont très, très, très bonnes compétences techniques. Ils sont hyper bons dans ce qu'ils font. J'en dis ce qu'on vient pas. Par contre, est-ce qu'ils ont l'expérience ? Est-ce qu'ils connaissent le métier de la personne et ses difficultés pour pouvoir comprendre stratégiquement comment je peux la faire passer du niveau A au niveau B ? Et ça, j'ai la prétention, moi, de dire que je l'ai. Et voilà. En fait, pour tous ces gens que tu as accompagnés, c'est donc en fait une évidence pour eux qu'il faut travailler avec toi, de par ton expérience et de par justement tes preuves d'autorité, quoi. Avec Diabolica, avec ton entreprise avant. Donc, bien sûr. En fait, pour eux, vraiment, il n'y a pas d'autre choix. C'est Fabio ou personne d'autre. En tout cas, chez nous, c'est le phénomène qui se passe. Et c'est comme ça en fait que j'ai pu racheter 2 ou 3 concurrents dans ma région. Juste après tout ça, de un, tu vois, on a gagné de l'argent quand même, on a gagné beaucoup d'argent avec Diabolica. Moi, j'ai réinvesti dans le rachat de mes concurrents pour pouvoir aussi rester leader. Et en fait, je prenais de plus en plus de parts de marché. Et donc, je parle encore une fois régional, hein, on est bien d'accord, on est dans une région, dans une province en Belgique. Et effectivement, les clients qui étaient OK avec ça, les entreprises qui étaient OK avec ça, c'est ce que je te dis, on a pété notre chiffre d'affaires parce qu'on a eu ce phénomène où tout le monde est venu nous voir. Et c'est comme ça que j'ai agrandi mon équipe. On est passé de 6 à 13 personnes et qu'on a dû racheter un deuxième point de vente, d'où le concurrent, pour pouvoir augmenter nos forces de frappe, pour pouvoir répondre à la demande à ce moment-là, tu vois. Donc juste pour toi, un moment, du coup, c'est quand vraiment ta boîte se développe bien. Il y a un moment, est-ce que tu penses que du coup, le rachat d'autres boîtes qui sont dans le même secteur, est-ce que tu penses que c'est une étape obligatoire ou une étape vraiment où tu dois passer pour passer au step supérieur ? En fait, c'était une stratégie. Une stratégie dans le sens où j'avais besoin de... En fait, je voulais, si tu veux, des salariés déjà qualifiés.
Et pour ne pas prendre des nouveaux et les former, perdre du temps, je voulais, en fait, une de mes stratégies, c'était de racheter un concurrent pour racheter aussi les ressources. Pour avoir les sources et les gens compétents et qualifiés directement dans leur domaine, avoir aussi une autre clientèle et pouvoir me positionner comme un leader. À savoir quand même une chose, c'est que stratégiquement, je n'ai pas communiqué sur le rachat de ces boîtes. Ça veut dire qu'aux yeux du commun des mortels, j'ai racheté 2 boîtes, donc on était 3 entités. Aux yeux du commun des mortels, on était toujours 3 concurrents. On n'a jamais véhiculé l'info comme quoi on a racheté. Et donc, on se faisait de l'autoconcurrence. Mais ce qui était marrant, c'est que quand on recevait des appels d'offres, en fait, je recevais des appels d'offres sur les 3 boîtes mail. Mais les gens ne savaient pas que c'était nous, les mêmes. Et donc, je veux dire, c'est un peu too much, mais on l'a fait. On a pu en fait faire les prix qu'on voulait. Parce que les appels d'offres, ça fonctionne, c'est des 3 appels d'offres. Tu vois, C'est très clair, hein. On a bien compris. Les entités communales, etc., elles doivent faire 3 appels d'offres. Et donc, tu mets 500 € ici, tu mets 700 € ici et tu mets 2500 € ici. Mais tu sais que tu auras celle du milieu, quoi. Et donc, en fait, voilà, ça, je ne l'ai jamais dit en vidéo et je suis vraiment désolé s'il y a des villes, des communes, des administrations communales qui me regardent. Voilà, ça s'est passé comme ça, tu vois. Et ça a été aussi une stratégie de pouvoir racheter des concurrents. Parce qu'en fait, il n'y avait vraiment que nous dans la région, tu vois. Je parle bien, on est région, hein, ok, on est régional. Hein. Et donc, ça a été une strate, effectivement, de pouvoir racheter ça et d'avancer comme ça, tu vois. Et puis, inévitablement, ça s'est su. Mais ça s'est su 2 ou 3 ans après, tu vois. Le truc était déjà passé, quoi. Enfin, vous étiez déjà... mais c'était marrant parce que, tu sais, une anecdote aussi, on a un client. Un client, ça se peut qu'il ne soit pas content. Tu vois, voilà, tu sais rien y faire, tu sais pas satisfaire 100% de ta clientèle. Ah, mais tu sais, donc moi, mon premier bureau, il s'appelait Monsieur Carte de Visite. Mister Carte de Visite. Et puis, j'ai racheté Visual Impact. Ah, écoutez, moi, je suis pas content, je vais aller chez Visual Impact. Moi, je rigolais, je dis, ouais, vous avez raison, allez-y chez Visual Impact. Sauf qu'ils allaient chez Visual Impact, mais c'était nous également, tu vois, c'était moi qui étais à la tête de ça. Et c'était marrant parce que je voyais ce qui se faisait, tu vois, et vice-versa, ouais, je suis pas content de Visual Impact, je vais aller chez Monsieur Carte de Visite, allez-y. Allez-y. Et puis, tu voyais les demandes comme ça qui venaient dans toutes les boîtes mail. C'était trop comique, quoi, voilà. Exactement. Donc justement, par rapport à ça, moi, j'aimerais un petit peu entrer dans le sujet technique de cette interview, à savoir, en fait, comment est-ce que tu fais pour accompagner tes clients sur ces parties-là. Après, peut-être que toi, en tant que CEO, aujourd'hui, ton métier est quand même assez différent de ça. Mais on aimerait savoir un petit peu, justement, tes agences, comment est-ce qu'elles font pour accompagner les entreprises sur leur croissance avec le levier des médias, des social media. Déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous citer, par exemple, les 3 grosses étapes que vous allez faire lors d'un accompagnement ou les 3 piliers qu'il faut connaître pour commencer ? Alors aujourd'hui, avec ma nouvelle agence qui s'appelle Pixel Passion, en fait, Pixel Passion, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle aide et elle accompagne les dirigeants d'entreprise à obtenir de la croissance rapide grâce à la puissance d'Internet. Ça, c'est le pitch général. En fait, on va prendre un client. Nos clients sont souvent des artisans. Généralement, ce sont des gens qui ont un métier dans le physique, dans le dur. On donne un exemple, je vais prendre un client qui vend des piscines. C'est un client que j'accompagne actuellement, par exemple. Quel est le process ? On va d'abord analyser si le client il est en phase avec nos valeurs. Si ce client va nous permettre de travailler en toute sérénité, sans pression, sans stress, avec une certaine forme de légèreté. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard parce que le mot légèreté, il est abstrait. Mais on va vous expliquer après ce que c'est. Donc, on va valider d'abord cette première étape. Est-ce qu'on va prendre du plaisir avec ce client ? Est-ce qu'on va maîtriser son domaine d'activité ? Est-ce qu'on le connaît ? Est-ce qu'il va nous être léger ? Et surtout, est-ce qu'on va pouvoir lui apporter du résultat ? Ça, c'est le premier audit. On ne prendra jamais un client si on n'est pas certain de lui amener du résultat. Donc, première question, est-ce qu'on va lui amener du résultat et du gros résultat ? Est-ce qu'on va lui être hyper rentable ? Pas juste rentable. En fait, vous sélectionnez vos clients. Voilà. C'est pas les clients qui viennent vers vous, si, bien évidemment. Mais on sélectionne. Ils commencent déjà à venir vers vous et après vous sélectionnez. On accepte en moyenne 1 à 2 clients sur 20 demandes. Et il y a une liste d'attente. Parce que volontairement, on ne travaille pas avec 100 clients à la fois. On est volontairement, petite équipe, service client maximum, on va travailler entre 10 et 20 clients max en simultané. D'accord ? En moyenne, c'est 15, entre 12 et 15 exactement. Donc, première étape, on valide. Deuxième étape, on va faire un audit sur ce que le client il a actuellement. Donc, on va analyser, en fait, notre objectif, ça va être d'augmenter sa valeur perçue avant de mettre en place des campagnes. Donc, on va analyser, par exemple, sa fiche Google My Business.
Donc, est-ce que l'entreprise, elle a une fiche Google My Business optimisée avec des bonnes descriptions, des bonnes photos, des bonnes reviews. Tu vois, on va analyser tout ça. Et puis, si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, on va mettre en place des stratégies pour améliorer sa fiche Google My Business. 1. 2, on va analyser son site internet. Est-ce que son site internet, il est bien conçu? S'il est bien conçu, on va rien y toucher. Si on estime qu'il y a de l'amélioration à faire, on va lui suggérer et mettre en place l'amélioration et rentrer en contact avec son webmaster pour mettre en place ces améliorations. Qu'est-ce que ça va être? L'amélioration au niveau de son référencement naturel, son SEO. On va faire un petit audit avec Florian, chez moi, qui est dans l'équipe, et on va faire en sorte d'analyser que tous les codes soient bien respectés, qu'il ait un bon ranking Google naturel pour le bon référencement naturel. 1. 2, moi, je me suis énormément formé en tout ce qui est neuromarketing. Donc, ça fait 6 ou 7 ans que je m'intéresse à ça. Et donc, on va mettre en place des stratégies qui ont été prouvées scientifiquement que tel bouton de call to action, il faut mieux le mettre là plutôt que là, de telle couleur, avec cette appellation, la proposition de valeur unique. Bref, on va analyser en fait toute la page et on va la rectifier si nécessaire et si besoin en est pour faire en sorte qu'elle respecte des codes et qu'elle soit qu'elle convertisse beaucoup mieux. Donc ça, c'est une des étapes du process. Parce que si derrière, on met en place des campagnes de trafic qui vont permettre aux prospects d'aller visiter le site web et que le site web, il n'est pas conçu pour convertir et qu'il n'est pas bien fait, ça ne sert à rien en fait, tu vois. On va perdre de la conversion. Et donc, on va analyser le site web. Ensuite, si besoin en est, on va analyser les plaquettes. Un exemple, mon client qui est dans la piscine, on lui génère un lead. Il va appeler le lead, il va fixer un rendez-vous soit chez le client, soit dans son showroom. Et donc, il va devoir arriver avec des plaquettes. Il ne peut pas arriver les mains libres. Là, j'ai mon expérience en tant qu'imprimeur, infographiste. On va analyser les plaquettes, les brochures, les flyers, et on va vérifier que tout ça soit bien conçu, soit beau. Donc, toujours dans l'optique d'augmenter la valeur perçue, tu vois. On va analyser que ce soit beau, que ce soit bien écrit, qu'il y ait cette approche de neuromarketing derrière et qui va permettre vraiment de... Parce que souvent, on remarque, nos clients, ils n'ont rien. Et donc, ils vont en clientèle les mains vides. Et ça, je trouve que c'est une erreur fatale parce qu'aujourd'hui, les clients, ils font... Quoi qu'il arrive, ils appellent plusieurs entreprises. Donc, moi, je dis à mon client pisciniste, le prospect, il va pas t'appeler juste toi. Il va appeler 3 piscinistes. Et donc, tu as intérêt à marquer son esprit. Et donc, tu ne vas pas arriver les mains vides, tu vas arriver avec une plaquette de qualité qui met en confiance pour que, au moins, le soir, quand les 3 entreprises sont passées, dans le salon, ces personnes pourront regarder la brochure et se rappeler de toi. Et dire, ah, regarde, c'est beau ce qu'ils font. Tu vois? Et ça, c'est une de nos techniques pour pouvoir augmenter ses valeurs perçues. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on va procéder. Une fois que tout ça, c'est OK, on va mettre en place des campagnes de pub. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? On va vérifier si le client il a du média de qualité. Parce qu'on ne va pas mettre des campagnes de pub en place avec des photos et des vidéos dégueulasses. C'est la raison pour laquelle dans notre écosystème de Pixel Passion, on a le département Vidéo Passion avec Cédric. Avec Vidéo Passion, on va créer du contenu photo, vidéo de qualité. Des photos d'installation, photos de chantier, photos avant-après, des vidéos d'installation, mais également des vidéos de témoignages. On va aller, si c'est possible, faire réaliser des témoignages clients. Bonjour, j'ai fait appel à telle entreprise pour installer ma piscine, je suis très content parce que les délais ont été respectés, on a toujours eu un suivi, machin, etc. Donc on va, en fait, toujours dans l'optique de monter la valeur perçue, tu vois, ce que les concurrents de mon client ne font pas. OK ? Et donc, on va créer le média et puis on va mettre en place des campagnes. Des campagnes, essentiellement Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads. Et on va mettre en place des campagnes qui vont permettre de générer des prospects qualifiés. Et donc, on va travailler avec des formulaires Facebook. C'est comme ça que moi, j'aime bien procéder. Avant, je travaillais avec des landing pages sur ClickFunnels. Aujourd'hui, je préfère travailler avec des formulaires Facebook. C'est plus rapide, c'est plus facile et le coût par conversion est moins cher, on a remarqué. Qu'est-ce que tu en fais de ces formulaires? Alors, le prospect qui va voir la pub, en fait, il faut savoir qu'on ne va pas lancer une pub. On va lancer, toujours dans l'approche neuromarketing, A/B testing, etc. Pour un client, on ne va pas lancer une pub, on va lancer 15, 20, 30 publicités. On va rapidement analyser les résultats, on va supprimer ce qui ne fonctionne pas et on va optimiser ce qui fonctionne bien. Dans le but d'avoir toujours des pubs qui sont winners, des pubs qui gagnent. Et idem sur le site web. On va A/B tester des pages de vente pour valider les pages qui convertissent le mieux et celles qui convertissent le moins. Et on va toujours optimiser. Donc, bref, on met des campagnes de pub avec des formulaires.
Les gens remplissent le formulaire, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone. Je souhaite une piscine de, par exemple, 8 mètres sur 4 ou 4 mètres sur 10. On va poser un tas de questions. Et là, on va mettre en place des systèmes d'automatisation qui vont permettre à mon client, le pisciniste, de recevoir les données précises et faire derrière des appels pour pouvoir assurer un rendez-vous et derrière faire les ventes, etc. Après, derrière, on va mettre en place également de l'emailing automatisé chez les prospects pour pouvoir augmenter toujours la confiance, etc. Donc, le prospect, il remplit un formulaire. Mon client, il reçoit les données du formulaire. Il va appeler. Le prospect derrière, il va recevoir des emails avec les témoignages, par exemple, avec les photos avant, après, avec du contenu de valeur. Tu vois. Donc ça, c'est un petit peu comme ça qu'on va accompagner le client vers le succès, mais toujours dans l'optique d'augmenter cette valeur perçue, etc. Tu vois. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ok, justement par rapport à ça, donc tu as cité un petit peu les 3 étapes principales qui te permettaient un petit peu d'accompagner tes clients. Moi, j'ai également une question au niveau de ton entreprise. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Comment est-ce que tu as fait pour structurer ton entreprise ? Qui s'occupe de quoi ? Pourquoi ? Comment tu as trouvé ces gens-là, etc. Ouais. Alors moi, j'ai une agence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une dizaine de salariés. Ça m'a gavé. Donc aujourd'hui, je suis en mode solopreneur. En tout cas, je travaille essentiellement qu'avec des freelances. Donc mon équipe, elle est constituée, évidemment, moi-même qui définis la stratégie de par mon expérience et voilà, vraiment toute la stratégie. J'ai Pauline, qui est mon assistante, qui, elle, va faire en sorte que les clients soient hyper bien suivis et bien accompagnés. En fait, je veux que les clients ils vivent une expérience incroyable avec nous. Donc, je veux vraiment qu'ils aient un suivi optimal de chaque étape. Et avant la mise en place de la campagne, pendant et même après, tu vois. J'ai des gars comme Younes, par exemple. Younes, lui, il fait du media buying. Donc, lui, il va mettre en place. Donc, moi, je vais définir la stratégie. Ensemble, on va la faire également. Et lui, il va mettre en place les campagnes de pub. Moi, je vais revenir après sur les automatisations. J'aime bien le faire, tu vois. Donc, je vais mettre en place, moi, les automatisations via Zapier, par exemple, etc. Puis, j'ai Cédric Grumio de Vidéo Passion qui, lui, va aller créer tout ce qui est contenu. Photos, vidéos, réaliser des témoignages, etc. Toujours sur base de la stratégie que moi, j'aurais mis en place, tu vois. Puis, j'ai, par exemple, Apou dans l'équipe qui, lui, va travailler sur tout ce qui est site web. Par exemple, s'il faut recréer un site web ou s'il faut modifier, etc. J'ai Florian dans tout ce qui est SEO. Enfin bref, j'ai toute une équipe et ce sont tous des freelances, mais avec qui on travaille en collaboration vraiment fort depuis de nombreuses années. Et puis dans la vidéo, j'ai d'autres freelances. J'ai des monteurs. J'ai des monteurs qui vont s'occuper de monter des vidéos. J'ai des autres gars qui vont s'occuper du sous-titrage. J'ai des autres gars. Enfin bref, on a vraiment une large équipe comme ça de freelance. Et ça, c'est la manière dont on procède au niveau de l'équipe. Comment est-ce que tu fais pour avoir une qualité quand même qui soit supérieure avec des freelances ? Parce que ça, en général, c'est quand même assez compliqué à faire. Je supervise derrière. Moi, il n'y a rien qui sort de chez moi tant que je n'ai pas vu de mes yeux. Donc, c'est-à-dire qu'on a des groupes de travail. Donc, il n'y a pas une campagne de pub qui va être mise en ligne si je ne l'ai pas moi-même personnellement validée. Il n'y a pas une vidéo qui sort de chez moi si je l'ai moi-même pas même validée. Mon équipe, c'est des guerriers. Ils n'ont pas peur de travailler jour et nuit. C'est comme ça que je les valide aussi. Tu vois, on est vraiment dans... On se comprend mutuellement. Et donc, on aime bien être dans la rapidité d'exécution. Donc, si... tu vois, Parlons-en justement. Et puis, je pense que la rapidité d'exécution, elle va aussi avec le fait d'être léger. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de tout ça ? Alors, pour moi, c'est essentiel d'être hyper rapide. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, les choses évoluent tellement vite. Les gens, ils prennent des décisions qui sont encore plus rapides qu'avant. Et ça ne va pas en s'améliorant. C'est vraiment de plus en plus vite. Et donc, c'est important d'être rapide à chaque niveau du process. Que ce soit la remise de prix. Tu as un prospect qui te contacte, il faut lui mettre un devis. Il faut être super rapide. De 1, si tu attends trop, tu vas le perdre. De 2, quand on fait du contenu vidéo et photo avec Cédric, on est connu pour ça parce que les gens ne vont pas attendre 1 mois pour avoir leur contenu. Au maximum 1 semaine. Et encore, si on sait le faire en 24-48 heures, on va le faire. Et en fait, on évite d'accumuler du retard. Tu vois, on va faire un tournage aujourd'hui, on va le monter ce soir, voire demain, et on va le livrer demain, voire après-demain, s'il y a des modifications ou pas. Et c'est comme ça dans tous les process, dans tout le processing, tout le processus de nos campagnes publicitaires ou de ce qu'on fait, on va être hyper rapide. Et ça permet d'être hyper léger parce qu'on n'a pas de retard, on n'est pas submergé, on n'a pas 15 clients qui nous attendent. On n'a pas cette charge de se dire putain, on est en stress, machin, etc. Non, on essaie de délivrer au maximum. Alors, ça arrive qu'on ait un peu de retard parfois, mais on va travailler ou on va sous-traiter des montages avec d'autres freelances. C'est aussi comme ça qu'on a grandi les équipes, tu vois. Vous, votre qualité, du coup, elle se passe par la rapidité d'exécution. Et c'est vraiment ça, en fait, que vos clients aiment aujourd'hui chez vous ? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on doit être rapide.
Tu vois, on est tenu par des deadlines, par des événements quelconques, par tout ça. Donc moi, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est de pouvoir être hyper rapide dans ma vitesse de mise en exécution. Et c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, n'importe quel entrepreneur aujourd'hui. Vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez un concept. Au plus vite vous allez mettre ça en place, au plus vite vous allez avoir du résultat et vous allez vous positionner devant vos concurrents. Tu vois ? Ok, je vois bien l'idée. Et donc, en fait, si je comprends bien ta stratégie, c'est pas nécessairement de grossir, mais c'est plutôt de faire une activité qui, toi, te libère un petit peu mentalement, tout en faisant un maximum de cash. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis en mode solopreneur. Je veux volontairement plus de salariés et plus de grosse équipe sous mon payroll. Et donc, effectivement, je vais prendre ces 10 à 20 clients. Je vais concentrer toute mon énergie et mon focus sur ces clients-là avec mon équipe. On va assurer un service high quality. Tu vois, moi, tu m'envoies un email. Franchement, dans les 2 heures, dans les 3 heures, normalement, tu as ta réponse. C'est rare quand mes gars, ils vont attendre plus de 24 à 48 heures pour avoir une réponse. Et c'est ça aussi la rapidité, tu vois. Et au plus vite c'est fait, au plus vite tu es tranquille. Mais après, derrière, c'est pas juste faire vite et mal. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment ça qui pourrait être ton principal avantage compétitif par rapport à tes clients, tes concurrents, pardon ? Pas que ça, non, pas que ça, parce que derrière, il faut quand même une qualité de service. Il faut du résultat. Chez nous, chez Pixel Passion, on est focus résultat. On ne tient pas nos clients avec des contrats dans la durée. Il n'y a pas de contrat. C'est-à-dire qu'on va bosser ensemble, on va vérifier s'il y a du résultat, on va vérifier si on est hyper rentable pour toi. Et si c'est le cas, on continue. Si ce n'est pas le cas, tant pis, on aura essayé, on arrête, c'est déjà arrivé. C'est naturel en fait de continuer. Ouais. C'est si les clients continuent, c'est parce que du coup, tu as fait du bon boulot. Si on ne fait pas du résultat et si on n'est pas hyper rentable pour toi, ben, ce n'est pas grave du tout. Ça arrive, il y a des clients avec qui on n'est pas hyper rentable, on leur coûte trop cher par rapport à ce qu'on leur ramène. Ben, c'est pas grave. Alors, soit on essaye autre chose, d'autres strates, soit on arrête, on se tape dans la main et je vais même leur conseiller d'autres agences qui vont leur coûter moins cher. Tu vois, mais moi, je vais me concentrer sur mes clients, je vais faire en sorte qu'ils aient du résultat. On va vérifier, on va mesurer s'il y a du résultat et s'il y a du résultat, on continue. Et j'ai des clients qui sont là depuis 5 ans aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé, en fait, depuis le début. Ils sont là, ils me suivent et ça se passe super bien. Et du coup, on va passer un petit peu à la dernière partie de ce podcast. Juste avant de conclure, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu fais pour diversifier tes activités, tes placements, etc. Alors, tu vois, aujourd'hui, j'ai des mandats dans 5, 6, 7 entreprises différentes. On va les énumérer ensemble pour être certain du chiffre. Et qui sont en fait très larges et variées. Donc, en premier, j'ai Pixel Passion, agence de marketing digital. En deuxième société, j'ai Vidéo Passion, tout ce qui est création de contenu. Donc, l'un et l'autre sont liés, on est totalement dans un pur écosystème. L'un ramène du business à l'autre et vice-versa. En troisième, j'ai Real Estate Passion, qui, elle, fait tout ce qui est immobilier. L'immobilier, dans la location courte durée, elle a besoin d'avoir un bon marketing pour faire du bon résultat. Et donc, elle va dépendre de Vidéo Passion pour avoir des photos et du contenu de bonne qualité pour pouvoir matcher sur les marketplaces comme Airbnb, Booking, etc. Et puis, j'ai une autre entreprise qui s'appelle Brickman, qui, elle, fait de la rénovation dans le bâtiment. J'en ai besoin pour réaliser cette passion. Parce que pour avoir des biens de qualité, on doit les rénover. Et donc, Brickman, l'entreprise, elle va en fait travailler à 80% pour nos projets et 20% pour des clients. Okay, et puis, j'ai Terrazzo. Terrazzo, c'est une boîte qui vend des spas, donc des jacuzzis, tu vois, et des spas de nage. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? En fait, rien. Moi, je sais même pas comment on allume un spa et j'ai même pas envie d'apprendre à savoir le faire. Par contre, ma mission, elle va être de développer le côté commercial et marketing de cette entreprise. Moi, aujourd'hui, peu importe la boîte dans laquelle je suis, mon rôle unique et essentiel, mon sweet spot, ce en quoi je suis hyper bon, compétent, excellent et passionné, c'est de faire du développement commercial, de la communication et du marketing. Donc, mon rôle dans Terrazzo qui vend des spas, c'est de faire en sorte que cette société, elle reçoit des leads à longueur de journée, qu'elle ait un marketing au top du top, qu'elle a un site web bien fourni, des belles brochures pour augmenter le taux de conversion et faire des ventes, et que les commerciaux ils soient alimentés à chaque heure de la journée que Dieu fait, pour que derrière, on puisse appeler et faire des ventes. Voilà, ça c'est mon rôle, peu importe l'entreprise dans laquelle j'exerce, c'est de rester focus dans mon élément. Demain, si on me propose d'ouvrir un restaurant, je vais réfléchir, je vais m'assurer que ce soit léger, etc. Mais jamais je vais aller prendre une commande à table.
Par contre, si on me propose de faire un restaurant, mon rôle, ça va être de m'occuper du marketing. Alors, j'ai deux solutions. Soit je le prends comme client et je facture un fee mensuel, ou soit je prends des participations et là, j'ai beaucoup plus d'intérêt à le faire. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans Terrazzo. Je suis rentré dans Terrazzo, la boîte qui vend des spas, parce qu'au début, je l'avais comme client. Je facturais pas assez par rapport aux résultats que je lui apportais. Et donc, d'un commun accord, on a convenu que je prenne 50% des parts sociales de cette boîte. Et je vais m'impliquer beaucoup plus, tu vois. C'est un bon ratio. C'est un paiement au résultat. Ouais. T'es payé au résultat. Ouais. D'accord. Pour conclure ce podcast, est-ce que tu peux nous dire ton ambition pour le futur et qu'est-ce que tu comptes faire pour les 5 prochaines Parce que années? le cash, c'est bien, Ouais. mais qu'est-ce qu'on en fait de ce cash? Qu'est-ce que Fabio en Ouais. fait de ce cash? Alors moi, j'adore l'immobilier. J'aime beaucoup l'immobilier, donc j'aime bien investir en immobilier. Parce qu'encore une fois, in fine, une fois que c'est fait, c'est mis en place, c'est super léger. Tu vois, dans la location courte durée, j'aime bien offrir une bonne expérience à mes clients, que ce soit dans Vidéo Passion, dans Pixel Passion, dans Terrazzo, dans Brickman, peu importe. Je suis vraiment focus expérience client irréprochable. Et l'immobilier dans la location courte durée, j'aime bien aussi que mes hôtes, enfin mes invités, mes guests, ils vivent une bonne expérience. Ça me passionne, la décoration me passionne, les belles choses me passionnent. Et donc, je continue parallèlement à tout ça. Donc, tout ce que je gagne d'un côté, je le réinvestis beaucoup en immobilier parce que ça me passionne. Mais je continue à me former sans cesse au marketing, aux nouvelles technologies parce que ça me passionne aussi. Tu vois, je suis né pour permettre à mes clients de faire de la croissance dans leur entreprise, de mieux fonctionner via mon travail. Tu vois, j'adore aider les gens à se développer et donc je ne lâcherai pas de sitôt le côté marketing, communication, etc. J'adore ça et je vais le faire jusqu'au bout, je pense, encore dans 5 ans. Je pense que si on s'entend dans 5 ans, normalement, donc en 2028, théoriquement, j'aurai encore une activité dans la communication. Peut-être que d'ici là, on sera dans le métaverse, hein, on n'en sera pas. On n'en sait pas encore. Voilà, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais si c'est le cas, je serai un pro du marketing dans le métaverse, par exemple, tu vois, parce que je vais me former aux nouvelles technologies. Et donc, je reste focus, 1, sur le marketing, la communication et le développement commercial, et 2, sur l'immobilier, parce que j'aime bien ça. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous allez retrouver un résumé et un guide écrit exclusif qui a téléchargé sur notre site internet esprientrepreneur.fr. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, même à nous écrire un commentaire. Voilà, en tout cas, on les lit vraiment, vraiment tous et ils nous sont vraiment utiles pour le futur, le développement en tout cas de cette chaîne. Merci à tous, merci Fabio en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un vrai, vrai plaisir. Et à bientôt sur Esprientrepreneur. À bientôt.